On ouvre bien évidemment ce 21-23 avec la grande actualité du jour consacrée à ce one-man show de Donald Trump au forum de Davos en Suisse. Beaucoup consacré au Groenland. Et sur le Groenland, ça bouge. Et ça bouge ces toutes dernières minutes puisque Donald Trump annonce qu'un accord a été trouvé sur le Groenland avec le patron de l'OTAN, Mark Rutte. Alors, victoire américaine pour Donald Trump ou début de reculade? On va en parler évidemment avec nos journalistes et nos invités sur ce plateau. Bonsoir Yves Bertoncini, vous êtes consultant en affaires européennes, enseignant à l'ESCP et au corps des mines. À vos côtés, Clémence Lemestre, bonsoir, directrice adjointe des rédactions des Échos, avec qui nous sommes en partenariat sur cette émission. Et évidemment, il va être question de droits de douane, et donc on a bien besoin de votre expertise. Ronald Datto, professeur de relations internationales à Sciences Po. Je précise, vous êtes franco-canadien et votre partie, votre moitié canadienne, nous intéresse aussi beaucoup pour éclairer le monde ce soir. Et puis, notre fidèle éditorialiste international pour France Télévisions, Michel Monpontet. Vous avez justement vu aussi sorti certaines séquences, certaines images qui éclaireront le débat. Dernière information, donc, sur le Groenland, accord trouvé. Et Donald Trump annonce donc qu'il renonce à imposer les droits de douane qu'il avait prévu d'imposer à partir du 1er février. Vous voyez le dernier donc, post de Donald Trump sur son réseau Truth Social. Nous avons défini le cadre d'un futur accord sur le Groenland. Je n'imposerai pas les droits de douane supplémentaires prévus pour le 1er février. Alors, on va en parler, on va juste remonter le temps de quelques heures. On va voir ce que Donald Trump disait cet après-midi à Davos sur le Groenland. Et déjà, il y avait, on va dire, une forme, de reculade, puisque Donald Trump avait dit qu'il n'excluait pas la force il y a encore quelques jours. Cet après-midi, il excluait le recours à la force sur le Groenland. On l'écoute et on en débat juste après. Il n'y a que les États-Unis qui peuvent protéger cette immense masse de terre, cet immense bloc de glace, pour le développer, l'améliorer. Et tout ça dans les intérêts de l'Europe, pour la sécurité de l'Europe, et ce serait bon pour nous aussi. Et c'est pour ça que je cherche à entamer des négociations immédiates sur l'acquisition du Groenland par les États-Unis, tout comme nous avons acquis de nombreux autres territoires. Et si on utilise la force, on serait inarrêtable. Mais je ne le ferai pas. Tout le monde fait « Oh, Dieu merci ». C'est probablement ma plus grosse déclaration du jour, parce que les gens pensaient que j'allais utiliser la force, mais j'ai pas envie d'utiliser la force, je n'utiliserai pas la force. Tout ce qu'on demande, c'est le Groenland, en pleine propriété. Alors, on va d'abord s'attarder un petit peu sur cette question du Groenland, on abordera les autres dossiers après. Sur le Groenland, donc cet après-midi, Donald Trump dit « J'exclus tout recours à la force ». Et ce soir, il y a quelques minutes, un accord est trouvé avec Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, et plus de droits de douane. Je vous pose la question à tous les quatre, mais Yves, vous pouvez commencer et on va dérouler comme ça. Vous l'interprétez comment ? C'est la victoire de Donald Trump, roi du monde, ou est-ce qu'il y a un début d'apaisement, voire de reculade ? Oui, une reculade. Il faudrait quand même voir ce qu'est ce cadre d'un futur accord. Ce sont ces termes, le contenu de ce futur accord. Détail pour l'instant. Voilà, sous l'égide de Mark Rutte, qui est secrétaire général de l'OTAN, mais les États-Unis, ce n'est pas le seul membre de l'OTAN. Il faudrait quand même que les autres membres en discutent aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis plusieurs jours, on voyait qu'il a changé 2 fois de registre, puisqu'au début, d'ailleurs, disons-le tout de suite, s'il avait envoyé 5000 parachutistes prendre le contrôle du Groenland par des voies militaires, c'était réglé la semaine dernière. Il a eu une faiblesse, c'est de dire qu'il allait s'en occuper dans 2 semaines ou dans 2 mois. Et d'une certaine manière, il a laissé les Européens s'organiser, les Danois s'organiser, déclencher cette opération militaire qui était assez bien vue de la part des Européens. Qui était très symbolique. Voilà. Ça a été moqué par certains, pas par tous, mais ça a été beaucoup moqué par certains. On envoie 15 soldats français, un soldat suédois, je crois, ou néerlandais. Oui, mais n'empêche, oui, puis surtout ça accroissait d'abord l'absurdité de la manœuvre américaine, parce que les alliés de l'OTAN, d'une certaine manière, venaient montrer qu'eux aussi voulaient faire face, aider les États-Unis à faire face à la menace russe et chinoise dans cette zone. Et puis ça accroissait le coût politique interne aux États-Unis d'une opération militaire qui aurait quand même consisté à s'opposer à des armées de l'OTAN qui ne faisaient que le travail d'alliés. Et on voyait bien qu'aux États-Unis, beaucoup de
parlementaires, y compris républicains, commençaient à montrer les dents. Alors, il a changé de registre hier ou avant-hier, je ne sais même plus, tellement ça change, en disant, puisque c'est comme ça, les 8 pays qui ont osé me défier, je vais leur mettre des droits de douane. Et à ce dont la moment-là, France. voilà, et à ce moment-là, on a vu que les Européens disaient que ça suffisait comme ça, et qu'ils allaient dégainer eux aussi des contre-mesures douanières qui d'ailleurs étaient déjà prêtes. Et il s'est ravisé. Et il a fait son show aujourd'hui à Davos. N'empêche que maintenant, il se range dans le cadre d'un futur accord. Et très franchement, si dans le futur accord, il est indiqué que les États-Unis peuvent augmenter leur présence militaire au Groenland, il n'y avait pas besoin de tout ça. Ils peuvent déjà le faire aujourd'hui, ils peuvent le faire depuis 70 ans. Juste avant de venir sur les droits de douane, Ronald, là, accord, dit Donald Trump avec Mark Rutte. Mark Rutte, il est secrétaire général de l'OTAN. Il n'est pas Premier ministre danois ou groenlandais. Donc Mark Rutte n'a pas pu lui dire... Oh, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans l'accord, mais pour nos téléspectateurs, l'accord, je ne pense pas que ça puisse être... On a trouvé un accord, j'achète le Groenland. Mark Rutte n'a absolument pas je crois pas, non. Je pense que c'est un lien plutôt avec la présence militaire, comme vous venez de le mentionner. Les Américains avaient déjà une présence militaire très importante jusqu'en 1990. Peut-être que là, ils veulent redéployer des militaires au Groenland. C'est une façon de sauver la face, j'imagine, pour Donald Trump, parce que c'est beaucoup avancé et je trouve que là, c'est une reculade. Moi, je m'attendais à quelque chose de bien plus grave comme discours aujourd'hui. Je m'attendais à presque à une prise du Groenland de force, alors que là, il recule complètement. Non seulement il recule militairement, mais il dit aussi qu'il finalement, il laisse tomber les droits de douane contre ceux qui s'étaient opposés à lui. Et à l'instant, Michel et Clémence, vous vouliez intervenir, mais à l'instant, Donald Trump détaille un tout petit peu, il parle d'un accord à long terme sur le Groenland qui durera pour toujours. Mais il ne parle toujours pas d'achat. Michel et puis Clémence. Non, très rapidement, je me souviens d'être sorti de la conférence. Vous savez, les téléspectateurs vont être mis dans le secret. La conférence que nous passons l'après-midi pour préparer cette émission. Et on s'est tous dit... La conférence de rédaction, la nôtre. La conférence de rédaction, ici même. On va se calmer, on verra dans quelques jours. Il est possible qu'il change d'avis. Non, il n'a pas changé d'avis en quelques jours. Il a changé d'avis en quelques heures. C'est une triple reculade, parce qu'on était parti sur une guerre, puis après on était parti sur une invasion, puis après on était parti sur la taxation, puis après on était parti sur un achat, et tout ça, c'est fini. On n'en parle plus, plouf, Amstramgram et collégramme, je recule. Mais pourquoi tout ça ? Alors, comme le disait Yves, et on y est habitué sur ce plateau, demain, Donald Trump peut revenir en arrière et dire l'inverse. Il faut rappeler, encore une fois, que nous ne savons pas la teneur profonde et réelle de l'accord qu'il y aurait eu entre lui et l'OTAN. Clémence, en tout cas, plus de droits de douane supplémentaires au 1er février. Il avait dit 10% au 1er février, 25% au 1er juin si on n'est pas d'accord. Il y a quelque chose dont il n'a pas parlé, c'est les 200% sur les vins et spiritueux quand même. Enfin bon, je suppose que ça fait partie du lot. Ce qui est intéressant, on peut se demander pourquoi il a reculé. Est-ce que c'est parce que les Européens se sont montrés un peu plus unis, quoique les Allemands étaient un peu tangents? On les comprend, ils exportent beaucoup aux États-Unis, donc ils voulaient pas créer une attaque frontale en se disant nous c'est vraiment dangereux. Il y a quelque chose qui l'a peut-être fait changer d'avis dans la nuit, c'est que quand même hier à Wall Street, les bourses américaines n'ont pas chuté mais ont fortement baissé, le dollar a fortement baissé et les taux surtout, donc les taux directeurs, les taux à 10 ans ont fortement augmenté. Et tout ça, c'est très mauvais pour Trump. Et on se souvient que quand il avait fait son fameux jour de la libération, en fait, il s'était passé la même chose. Donc, il avait annoncé quasiment 50% de hausse de droits de douane à tout le monde. Wall Street s'était cassé la gueule, avait chuté, les taux avaient fortement augmenté et en gros, la puissance américaine, le business américain, c'est une façon de dire à Trump, maintenant là, tu vas trop loin. Donc, et d'ailleurs, Donald Trump en a parlé cet après-midi, il a dit oui à la bourse, à propos de l'Islande, et il a confondu l'Islande et le Groenland au passage. Oui, les Groenlandais ont été très vexés d'ailleurs, je crois. Bon, c'est ces deux grandes îles dans le nord, à l'aune de Trump. Ça nous rappelle l'Azerbaïdjan. Vous vous souvenez, au lieu d'Azerbaïdjan, il avait dit Azerbaïdjan. Donc, il a confondu un peu tout ça. Et on sent, il y a peut-être quand même, il y a des patrons américains qui commencent à élever la voix. Il y a, pareil, aujourd'hui à Davos, il y a un patron américain qui est le patron d'un grand fonds américain, le fonds Citadel, qui a dit « Je ne comprends pas ce que fait Trump. » Le patron de JP Morgan, aujourd'hui, ce soir, fait une déclaration très forte. Il dit « Nous avons absolument besoin d'une Europe. Ça suffit avec cette histoire de Groenland. » Ça pèse. On y reviendra à 22h. Justement, on se posera la question des contre-pouvoirs quand même qui peuvent
qui existent encore, a priori, et qui peuvent canaliser Trump. Mais en tout cas, donc voilà, donc la reculade, si on établit qu'il s'agit d'une reculade, mais bon, pour à cette l'instant, heure-ci, ça en prend le il chemin. recule, on verra demain. Il recule. Voilà. Mais donc, il ne parle plus non plus Clémence, parce que les viticulteurs français qui nous écoutent pouvaient être inquiets. Là, il n'y a plus d'histoire pour l'instant, il y a vin plus et champagne. Oui, mais ça, il faut quand même dissocier parce que ce qui relevait des 10 plus 25% et d'une éventuelle escalade militaire, c'est le Groenland. Sur l'attaque ciblant précisément la France, il s'agissait du refus d'Emmanuel Macron d'adhérer à son Conseil pour la paix. Conseil de la paix, ouais. consacré Ça, c'était un à Gaza, sujet mais pas que. Donc, 10 juin. c'est complexe et J'espère ça peut pour se nos mélanger. viticulteurs qu'il a renoncé. Mais en tout cas, c'était sur un autre sujet que le Groenland qu'il a dégainé ses droits de douane. Mais si vous le permettez, ce qui s'est passé aujourd'hui à Davos et depuis quelques jours, c'est que l'instabilité induite par Trump, avec tous ces revirements sur des décisions qui sont quand même lourdes, les droits de douane, etc., on finit par se retourner contre lui, parce que, y compris du point de vue européen, l'année dernière, il fallait trouver un accord une bonne fois pour toutes pour qu'on ait de la visibilité. Et donc, j'allais dire, le business européen a demandé à Mme von der Leyen de trouver un accord, même s'il n'était pas glorieux, cet accord. Mais là, quand on voit qu'en 2 jours, Donald Trump peut changer 2 fois de politique douanière, et au fond, quand on voit qu'il n'a servi à rien de lui céder en juillet de l'an dernier, puisqu'il va recommencer à taxer, à ce moment-là, les partisans de la stabilité, qui ne sont pas qu'européens, hein, c'est aussi les businessmen américains, se retournent contre lui et ils ne votent pas avec leurs pieds, ils votent avec leurs achats de titres. Et en effet, la dernière fois, en avril, il y a eu une crise obligataire aux États-Unis et là, sur les bons du Trésor, ça a commencé à se tendre. Et donc, la politique, selon Trump, n'a peut-être pas beaucoup de lois. Il a dit que c'était sa conscience morale et rien d'autre. Mais l'économie a des lois et la finance aussi. Et elles sont dures. Les sondages aussi aux États-Unis, puisqu'il faut en parler, étaient en train de baisser. Et sur la question du Groenland, était parfaitement clair. Les Américains ne s'intéressaient pas ou ne voulaient pas une invasion du Groenland. Y compris, alors à 86%, les Américains étaient contre l'achat, en tout cas l'achat contre la volonté des Groenlandais et a fortiori l'annexion du Groenland, et même à 70% chez les républicains, le camp de Donald Trump. On en reparlera aussi à 22h, mais quand même question tout de suite, est-ce que la fermeté européenne, pareil, on a beaucoup glosé sur l'Europe impuissante, trop lente, et elle l'est par beaucoup de côtés, mais est-ce que quand même ces derniers jours, une forme de réveil européen a peut-être un peu payé? Moi, je pense que oui, alors que je suis plutôt euro-critique. En général, je trouve que c'est long, c'est lent, mais c'est normal, on est très nombreux en Europe avant de pouvoir s'entendre. J'ai l'impression que cette fois-ci, ça a été relativement rapide. Ce qui m'a un peu déçu, c'est les militaires allemands qui ont quitté rapidement le Groenland après les menaces. Oui, ils ont fait un exercice de 48 heures. De Trump, voilà, alors que les autres sont restés. L'Allemagne est restée un petit peu intermédiaire. L'Allemagne était gênée parce que son premier c'est toujours un mauvais signe. C'est un mauvais signe à envoyer à Donald Trump qui ne respecte que la force. S'il sent une faiblesse quelque part, il va essayer de rejouer peut-être sur ce tableau. Mais en tout cas, pour une fois, je suis plutôt fier de En tout cas, on n'a jamais parlé de reculade de Trump depuis 1 an, puisque ça fait 1 an et 1 jour. Et là, tout d'un coup, il y a un changement de stratégie au niveau européen, en commençant par le président français et le Premier ministre canadien. Et force est de constater que pour la première fois, Trump a reculé. Oui, puis pour reprendre ce que vous avez dit, Ursula von der Leyen a dit aussi, quand on signe un contrat et qu'on se serre la main avec un ami, ce contrat doit rester. Et donc là, donc elle parlait de l'accord qu'elle a signé, et pour le coup, elle a serré la main de Donald Trump en juillet dernier. On l'avait accusé de mollesse ou de faiblesse à cette époque-là. Et là, elle lui dit, on a un accord. En gros, si vous revenez dessus, ça sert à quoi de faire un accord? Et les Européens avaient commencé à dire, ils ont 93 milliards de dollars d'exportation américaine qui sont prêts à taxer puisqu'ils avaient fait le travail l'année dernière. Donc, l'étude a déjà été faite. Et puis, il y a le Parlement aussi européen qui a dit aujourd'hui qu'il gelait la signature de l'accord de juillet. Or, cet accord, ce qui doit encore être adopté par le Parlement européen, c'est le fait que les biens américains exportés en Europe n'auront pas de droits de douane. Donc là, c'est aussi une façon de dire aux patrons américains, en gros, si votre président il continue comme ça, c'est vous qui allez payer. Juste pour finir sur la question du Groenland, je sais que là, on fait des suppositions. On va avoir le développement sans doute dans les heures qui viennent. Mais quand Donald Trump dit un accord a été trouvé avec Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, sur le Groenland, il a précisé accord à long terme qui durera toujours. Qu'est-ce que ça
peut-être, puisqu'a priori, ça n'est pas un achat du Groenland, puisque Mark Rutte, on le redit, n'est ni Premier ministre danois ni groenlandais. Est-ce que c'est plus de base? Est-ce que c'est des investissements? Ça peut être, réinstaller on en parlait Michel et moi avant d'entrer en plateau, des radars comme il y avait pendant la guerre froide. Il y avait la ligne DEW qu'on appelle, j'ai oublié l'acronyme DEW. Il y a un système d'alerte et de détection avancé. Qui était déployé au Canada et jusqu'au Groenland. Et je pense que c'est probablement un système semblable à celui-là qui sera réinstallé Groenland, nord du Canada. Et ce dont il parle, encore une fois, c'est son obsession et son désir d'installer le Dôme d'Or. Cette espèce de système extraordinairement sophistiqué de défense des États-Unis qui permettrait d'intercepter des missiles hypersoniques, ce qu'on ne sait pas très bien faire encore. Ces missiles hypersoniques, c'est des missiles qui vont à plus de 6000 km/h et qui sont capables de changer de direction extrêmement rapidement. Et donc, il veut couvrir le territoire américain intégralement de ce dôme de protection. Et dans ce cadre-là, le Groenland serait fondamental. Il veut faire exactement ce que fait Israël avec sa protection à elle, sauf que les États-Unis, c'est beaucoup plus grand. Et le Dôme d'Or, il dit ce sera fini avant que je quitte la présidence des États-Unis. Mais les experts disent ce sera jamais fini avant 20 ans. Et de toute façon, la technologie qui permettrait d'installer le Dôme d'Or n'existe même pas. Et cela coûterait entre 700 et 750 milliards de dollars. Vous voyez, on est encore dans la politique fiction, mais c'est un des points forts de Donald Trump. Ça nous rappelle la Star Wars, hein, c'est l'initiative de défense stratégique de Reagan, c'était un bluff, ça n'existait pas. Mais les Soviétiques avaient ça a marché contre déjà la les guerre des Soviétiques. étoiles. En mars 1983, ils prévoyaient installer en orbite des systèmes laser capables. Ça n'existait pas, la technologie n'existait pas. Mais juste aujourd'hui, Donald Trump a d'ailleurs dit en fait, les terres rares, on s'en fiche au Groenland, ce que plusieurs experts, notamment de l'Arctique, sur ce plateau nous avaient dit. Et Donald Trump a bien avoué ou redit non, ça n'est finalement qu'une préoccupation militaire et territoriale, le Groenland. On n'est pas obligé de le croire. On oublie les terres rares. Oui, on verra effectivement dans le cadre de l'accord. La dimension strictement militaire, elle a été très bien décrite. Et encore une fois, les Américains auraient pu le faire sans faire tout ce tintouin. Il y a sans doute dans l'esprit de Trump la volonté d'agrandir les terres, comme McKinley, son grand modèle, et il aurait peut-être bien voulu faire ça. Je ne crois pas qu'il va y arriver. Alors, il pourra toujours dire « on est là quand même, c'est comme chez nous, c'est nous qui gardons le territoire ». Je serais quand même pas surpris de voir que, puisqu'il a une conception, je dirais, mercantiliste de la défense, je vous défends, vous me payez, qu'en marge de cet accord, parce que ce n'est pas un sujet autant, mais en marge de cet accord, il y ait aussi des permis d'exploiter sur telle ou telle parcelle du Groenland pour les États-Unis et quelques-uns de ses camarades de golf. On en connaît un ou deux. Il n'y a pas de minéraux rares, mais tous les investisseurs de la Silicon Valley qui l'entourent ont investi énormément d'argent dans la possibilité d'extraire des minéraux rares. Donc, on n'est pas obligé de le croire sur cette question. Oui, absolument. Et justement, à l'instant, on développe l'actualité seconde par seconde, Donald Trump qui vient de dire que le projet d'accord sur le Groenland donne aux États-Unis tout ce qu'ils voulaient, tout ce que les États-Unis voulaient. Et il ne précise pas, évidemment, si ça se traduirait par une possession américaine de l'île. Et il redit que c'est un accord de long terme. Pour finir sur cette question, est-ce qu'on peut imaginer que de toute façon, Donald Trump va brandir ça comme une très, très grande victoire il n'a pas le choix. de lui-même et de son mandat, même si derrière, ce sera peut-être il a besoin de ce narratif, en fait. Et en plus, il y a les élections qui arrivent en novembre, ce qu'on appelle les mid-term elections, élections de mi-mandat. Pour l'instant, comme la question, c'est le pouvoir d'achat, il n'est pas si bien positionné que ça. Et donc, le connaissant, en fait, Trump, il a besoin de dire qu'il a gagné. Donc, c'est aussi dans la façon dont on s'adresse à lui, il faut lui faire croire qu'il a gagné, en fait, que c'est lui qui a eu l'idée, que c'est le plus fort, le plus beau. Donc là, Groenland, il va dire qu'il a gagné, mais il disait encore aujourd'hui à Davos, il disait il me faut un titre de propriété. Titre de propriété, c'est quand même intéressant. C'est comme un patron qui acquiert... Qui achète. Après, les États-Unis, on grandit comme ça, en achetant des terres, donc c'est pas non plus... Oui. C'est pas complètement fou, en fait. Il parle d'acheter, on a tous écouté évidemment son discours de cet après-midi, à aucun moment il mentionne les habitants du Groenland. Ah ben non. Ça n'existe pas. Non. C'est juste un gros glaçon et voilà. On est en 2026. C'est vrai que les précédents mentionnés, la Louisiane, etc. Bon, c'était pas en démocratie que tout ça a été fait. Hein. Et puis c'est vrai que voilà, quand il dit qu'il veut acheter une banquise, franchement, quel irrespect total pour les habitants.
Alors, on va... Qui s'est mis à dos, d'ailleurs, parce que au tout début, si ça avait été mieux fait, éventuellement, ils ont essayé. Il y a eu des émissaires. C'est ce qu'on avait dit. Puis le Groenland a évidemment des volontés indépendantistes face au pouvoir colonisateur, qui est celui du Danemark. Et donc, le Groenland était pas forcément prêt à rester justement dans le Danemark. Mais il se peut que d'ailleurs, cette aventure ait quelque part repoussé un peu le Groenland dans les bras de Copenhague. On va dérouler le reste de ce qui s'est dit aujourd'hui à Davos, notamment dans ce discours de Donald Trump. Il a parlé de l'OTAN, d'Emmanuel Macron et de l'Europe, et puis des médicaments. Allons d'abord sur l'OTAN. On vient d'en parler là sur le Groenland, mais plus généralement, que dit-il sur l'OTAN ? On s'attendait aussi à ce que Donald Trump déclare l'OTAN morte, ou que par une action au Groenland, il fasse voler l'OTAN en éclats. Qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui ? On l'écoute et on en parle après. Alors, qu'est-ce que les États-Unis tirent de tout ce travail et de tout cet argent qu'elles consacrent par la mort, la destruction et tout cet argent qui est envoyé à des gens qui n'ont aucune appréciation pour ce que nous faisons? Je parle de l'OTAN, je parle de l'Europe. Et c'est à eux de travailler sur l'Ukraine. Les États-Unis, c'est très loin. On a un grand océan, un bel océan qui nous sépare. Et jusqu'à ce que j'arrive, l'OTAN était simplement... les pays étaient censés consacrer 2% de leur PIB, mais la plupart des pays ne payaient rien du tout. Les États-Unis payaient quasiment 100% de l'OTAN. Et là, j'ai mis le holà. J'ai dit c'est pas juste. Et puis, j'ai dit à l'OTAN qu'il fallait payer 5% et ils ont commencé à le faire. Tout le monde disait que c'était pas possible. Ils ont dit, on dépassera jamais les 2%. Mais ils sont montés à 5% et maintenant ils payent. Ils payaient pas les 2, maintenant ils payent les 5. Et ça les renforce. Juste à la seconde, message du Danemark qui reçoit ce que Donald Trump vient de dire sur le Groenland comme des messages positifs de Donald Trump. Donc on va dans ce qu'on évoquait il y a quelques instants. Pour aller sur ce que Donald Trump vient de dire sur l'OTAN, alors première chose, est-ce que vous aviez cet après-midi, Ronald, des craintes, on en avait beaucoup sur l'OTAN, que Donald Trump, grosso modo, veuille tuer l'OTAN. Est-ce que, dans ce que vous avez entendu là, il y a ce message-là? Non, moi, j'ai plus particulièrement étonné positivement par la totalité, finalement, du message. J'ai l'impression que Trump fait beaucoup le jeu de Vladimir Poutine. Il essaie vraiment, je pense, de semer la discorde au sein même de l'OTAN. Pour autant, il a raison sur certains points. Oui, on va en parler après sur le financement. Je peux vous dire que le Canada a trop longtemps attendu, mais pas que le Canada. Énormément de pays européens ont voulu rejoindre l'OTAN justement en se disant on n'a plus besoin de se défendre. Certains pays baltes ont annulé, ont mis à bas la conscription en se disant nous, maintenant, on est dans l'OTAN. Les Américains vont venir nous protéger, donc on peut... C'est une grave erreur, je pense. Et déjà, je l'ai déjà dit ici, en 2014... à l'époque de Barack Obama, quand il y a eu l'invasion de la partie orientale de l'Ukraine. De la Crimée. La Crimée, mais aussi le Donbass déjà. Il y a des Américains, des spécialistes américains qui disaient on a besoin de partenaires et non de parasites. Et pourquoi? Parce que les Européens attendaient trop des États-Unis. Là-dessus, je pense que Trump a eu un effet fortement bénéfique, mais son histoire de 5%, ça ne tient pas. Il y a très peu de pays qui sont capables d'accorder, d'utiliser 5% de leur PIB pour leur défense. Oui, ils n'y sont pas encore, mais il y a eu objectivement un réveil de l'Europe là-dessus, oui. Parce que, comme disait Ronald, là-dessus, Donald Trump, il a raison. L'Europe a été paresseuse depuis la Seconde Guerre mondiale et s'est appuyée sur le parapluie américain. Tout à fait. Il était peut-être temps que l'Europe se prenne en main. Alors après, simplement, le parapluie américain n'était pas gratuit, contrairement à ce que dit Absolument. Donald Trump. Ça a toujours été une façon pour les Américains d'accorder une protection en échange d'achats militaires massifs. Et de faire fonctionner qu'on appelle le complexe militaro-industriel américain. C'est un mot inventé par Eisenhower, l'ancien président, qui savait de quoi il parlait. C'est dans son discours d'adieu au Congrès qu'il a dit ça. Et donc, ce n'est pas des gauchistes qui ont pointé le complexe militaro-industriel. Donc, on voit bien d'ailleurs que Trump, puisqu'il a une logique assez mercantiliste, aurait quand même des grandes difficultés s'il sortait de l'OTAN. Absolument. Parce que ce gain que les États-Unis, au moins du point de vue de l'industrie, des emplois
ont obtenu pendant toutes ces années, écoutez, ils ne l'auraient plus. Regardez, le Danemark a toujours acheté américain. Récemment, ils ont acheté un système antimissile franco-italien parce que Mette Frederiksen était placée dans une situation telle qu'elle ne pouvait plus justifier l'achat américain. En revanche, évidemment que les Européens devaient en faire plus. Je m'excuse de vous interrompre, mais ils viennent d'acheter aussi un P-8 Poséidon, qui est un Boeing 737 modifié pour la chasse anti-sous-marine la semaine dernière, et aussi 230 missiles qui vont aller sur leur F-35 américain. Oui, mais ça, à partir du moment où, justement, vous avez le F-35, vous mettez les missiles américains qui vont dessous. Mais ils avaient eu ce mouvement vers les Italiens et les Français en septembre. Donc, simplement, juste pour dire, les Européens ont fait plus, mais ils ont aussi fait plus parce qu'il y a la menace russe, puis c'est plus qu'une menace, ils envahissent, puis il y a une guerre hybride contre nous. Donc, on allait faire plus. Donald Trump nous y a aidés de manière brutale. Après, quand on entend dire qu'on me disait que 5% c'était impossible, oui, parce que c'est impossible, personne ne mettra 5% du PIB dans la défense, ou alors on serait en guerre ouverte. À ce moment-là, c'est bien plus que 5%. Si, peut-être la Pologne, tangente, les 4, etc. Voilà. Donc, d'une certaine manière, je vous accorde le point, les Européens devaient en faire plus, ils en font plus, et même, je vais vous dire, sur l'Ukraine, on s'est mis en situation d'en faire nettement plus, y compris via la coalition des volontaires. Ça a avancé récemment lors d'un sommet à Paris, y compris parce que ce n'est pas l'Europe à 27, c'est les volontaires. Et puis aujourd'hui, c'est l'Europe qui finance. On a fait plus du point de vue. On a fait plus du point de vue financier avec le prêt, l'emprunt de 90 milliards d'euros qui a été décidé en décembre et qui va être utilisé dès avant le printemps parce qu'effectivement les Américains se sont retirés. D'une certaine manière, il aurait pu dire ça de manière plus calme, pas aussi smart qu'Obama naturellement. Le fait que les Européens pendant longtemps aient dit mais non, c'est pas vrai qu'on en fait moins que vous sur l'Ukraine, on en fait autant. Je comprends que vu du Wisconsin, qu'on en fasse seulement autant, c'était pas assez. Ouais. Et donc là-dessus, il nous a donné, de manière brutale et souvent répulsive, une sorte d'incitation à agir. Maintenant, le problème, vous l'avez pointé, c'est sa connivence avec Poutine. Exactement. Parce que qu'il lâche l'Ukraine, on le savait. Qu'il lâche Zelensky, c'était déjà pénible. Mais j'ose pas dire le mot. Je suis obligé de dire Poutine, très brièvement, ça, c'est embêtant. Il y a un chef d'État ce soir qui a félicité l'intérêt stratégique qu'avait Trump sur le Groenland et qui lui a dit « ça se comprend parfaitement, c'est Poutine voilà. ». Et Poutine qui lui dit « c'est exactement ce qu'on a fait en Crimée ». Juste pour finir sur l'OTAN, ce que disaient Ronald et Yves là-dessus, Clémence, on sent que là, effectivement, l'Europe elle a du mal à sortir de sa dépendance, évidemment, à l'armée américaine et notamment au renseignement militaire américain, mais ça bouge. La France a toujours voulu un petit peu son indépendance et elle y a plutôt réussi. Il faut lui rendre quand même ces lauriers-là. Mais ça bouge. Les pays s'interrogent. Est-ce qu'on continue à acheter ? Peut-être pas acheter du tout de F-35 américains, mais en acheter moins, compléter avec du Rafale français, le Saab Gripen suédois. Ça commence effectivement à bouger un peu. Après, on voit que les pays de l'Est, notamment la Pologne, restent quand même très sous le parapluie américain parce que tout simplement, ils n'ont pas assez confiance dans l'Europe et ils ont extrêmement peur des Russes. On peut les comprendre. Mais ils achètent aussi sud-coréens. En termes de matériel terrestre, ils achètent beaucoup en Corée du Sud. C'est vrai que la Corée du Sud a une industrie militaire qui s'est énormément développée et qui est surtout capable de livrer très vite, ce qui n'est pas forcément le cas de l'industrie française qui marche bien, qui est à fond, mais qui a des délais de livraison. Qui n'a pas encore les capacités de production. Qui n'a pas encore toutes les capacités, mais on voit que ça se développe. Et effectivement, vous parliez des dividendes de la paix où tout le monde s'est dit c'est la paix maintenant, l'URSS est tombée, on est bon et donc on ne fait plus de service militaire, on investit plus dans la défense. Là, on est quand même en train de réarmer l'Europe assez rapidement et on commence à voir que ça fonctionne. Après, il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas. Si on prend entre la France et l'Allemagne, le SCAF, donc l'avion de combat du futur, on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord entre Français et Allemands et je ne sais pas si on y arrivera. Le blindé franco-allemand aussi, c'est... Juste un mot, Ronald, avant qu'on parle du reste de l'Europe. Sur ces achats et ce réveil, ce sursaut militaire de l'Europe et des industriels de l'armement européen, le Canada aussi se met à douter de sa dépendance 100% américaine en matière d'armement. Et je crois que là, ces derniers jours, il y avait une réflexion que le Canada pourrait justement acheter le fameux Gripen, l'avion de chasse suédois.
Ça, c'est un bouleversement. Ils avaient déjà payé une tranche de 16 F-35. L'inconvénient... Dont des avions américains. Ça, c'était déjà F-35 payé. est le plus moderne, hein, le Gripen ou le Rafale ou le Typhoon britannico-hispano-allemand sont de 4e génération et demi. Le F-35, c'est de 5e génération. Il est bien plus avancé, si vous voulez, que le Gripen. Certains au Canada disent que ce serait une mauvaise décision de laisser tomber. D'autres disent qu'il faut qu'on le fasse. Je pense que les Portugais ont décidé justement de laisser tomber le F-35. Moi, je prenais pour le Rafale au Canada pour une raison très simple en termes opérationnels. Je précise que vous êtes un ancien militaire. Un ancien militaire, c'est qu'au Canada, on est un grand pays, un peu comme le Brésil qui avait d'ailleurs envisagé d'acheter le Rafale. Pourquoi? Parce qu'il a 2 moteurs, comme le F-18 qui a été acheté en 78 et qui était entré en service en 82. 2 moteurs au Canada. Pourquoi? Parce que si un moteur tombe en panne, vous pouvez continuer. Le Rafale est bien mieux adapté, je pense, à la géographie. Mais en tout cas, qu'il y ait ces réflexions-là de la part de mais je pense que le Gripen a des chances de... Ça dit quelque chose. Oui, mais un dernier mot, on va parler d'Europe. Sous votre contrôle, les achats d'armement, ce n'est pas un achat à la Samaritaine. Non. On n'achète pas de la technologie, on achète une protection. C'est d'ailleurs bien pour ça que... Et de la maintenance. Quand Trump dit que l'OTAN n'a jamais rien rapporté aux États-Unis, je ne sais pas où est-ce qu'il a vu ça. Et c'est bien pour ça que s'il décidait de sortir de l'OTAN, ce ne serait pas la fin de l'Alliance Atlantique, parce qu'on serait toujours avec les Canadiens, rendant leur hommage. Mais en revanche, ça serait la fin de l'incitation forte que nous avons, nous les Européens, alors les Français sont à part, à acheter américain. Et donc, il y aura peut-être des industriels américains. Dieu sait que l'industrie de l'armement qui ont dû faire remonter certains messages. Exactement ce que j'allais dire. À Donald Je suis certain qu'à Davos, il a été influencé par les... Juste sur le reste de l'Europe, on a entendu les pics de Donald Trump à Emmanuel Macron cet après-midi. Il a dit d'Emmanuel Macron qu'il avait voulu faire le dur avec ses lunettes de soleil. On précise à nos téléspectateurs encore une fois qu'Emmanuel Macron a un petit problème de santé bénin à l'œil. Mais Donald Trump, on va l'écouter, a quand même aussi s'est livré à son réquisitoire, j'allais dire habituel. Son vice-président J.D. Vance fait la même chose. Son réquisitoire contre l'Europe, devenu submergé par les vagues migratoires, l'Europe trop woke, trop écolo. On l'écoute et vous me donnez votre analyse derrière. Je veux insulter personne, mais il y a des pays européens que je ne reconnais plus. Et je dis ça de façon négative, évidemment. Moi, j'adore l'Europe. Et je veux que l'Europe aille mieux. Mais elle avance dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction. Ces dernières décennies, à Washington et dans les capitales européennes, les gens pensaient que le seul moyen d'atteindre la croissance, c'était d'augmenter la dépense publique, d'ouvrir grand les portes à l'immigration, que les métiers soi-disant sales devraient être délocalisés, que l'énergie, le pétrole devait être remplacé par toute cette escroquerie de l'énergie verte et qu'il fallait importer des populations de l'autre bout du monde. Voilà, c'est Sleepy Joe et d'autres gouvernements occidentaux, ce sont ces politiques-là qu'ils ont suivies de manière idiote. Ces pays européens doivent faire ce qu'il faut. Ils doivent se sortir de cette culture qu'ils ont créée au cours des 10 dernières années. Ils sont en train de s'auto-détruire. Des endroits tellement magnifiques. Nous voulons des alliés forts, pas des alliés affaiblis. Nous voulons que l'Europe soit forte. Allez, donc l'Europe trop woke, trop écolo, submergée par les vagues migratoires. C'est pas nouveau dans la bouche de Donald Trump et du reste de ses cercles dans l'administration. Et que vous évoque déjà, Clémence, cette nouvelle charge contre l'Europe? C'est une charge qui est maintenant classique chez Trump. Il y a aussi ce côté, on parlait avant de l'OTAN, donc ce côté que l'Europe ne paye pas assez pour sa protection. Et puis c'est toujours ce côté, c'est ce qu'avait dit Vance, et qui avait extrêmement choqué tous les Européens. En fait, il applique sa politique à lui, il voudrait que l'Europe fasse la même chose. Donc on voit aux États-Unis, ils ont fermé les frontières, ils ont dit non à l'immigration, ils chassent tous les immigrés. Il ne comprend pas que l'Europe ne fasse pas la même chose. Et donc en fait, c'est un peu une application de sa doctrine ou de la doctrine MAGA, qui n'est pas forcément la sienne directement, qui voudrait que l'Europe applique, en fait. Alors, par contre, juste, il dit, parce que je discute souvent avec plusieurs anciens amis de Washington qui me disent c'est une idée fausse qu'on a de dire que Donald Trump, J.D. Vance se désintéresse de l'Europe complètement.
ils aiment l'Europe. C'est ce que répète Donald Trump. C'est juste qu'ils sont attristés de voir la direction que prend notre Europe. Mais pour eux, c'est les origines occidentales des États-Unis et ça leur importe. Et cette inquiétude est sincère chez eux. Je ne dis pas qu'on la partage, mais que cette inquiétude est sincère. Qu'est-ce que vous en pensez? Les États-Unis aussi sont multiculturels. Quand vous allez aux États-Unis, je suis désolé, mais il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. À commencer par Donald Trump. Donald Trump qui est d'origine allemande. Il l'a revendiqué cet après-midi d'ailleurs. Il a parlé de papa, maman. Je disais mon grand-père qui était canadien-français, mais qui a grandi au New Hampshire et qui a fait la Première Guerre mondiale dans l'armée américaine. C'est un pays, comme le Canada, construit sur déjà un génocide sur les Premières Nations qui habitaient là. Mais la question de l'immigration est une question hautement politique et qu'il essaie d'influencer et qu'il essaie d'exporter vers l'Europe, n'est-ce pas? Mais là, on le voit sur les dires, par exemple, quand il parle de l'immigration et cette ville, Paris, qui est devenue extrêmement dangereuse. Par contre, Washington, D.C., tout va bien, on peut aller au restaurant, marcher. J'ai regardé les chiffres de la criminalité entre Washington, D.C., sur Georgetown, qui est le quartier un peu sympa du centre-ville de Washington. Et voilà. Alors là, c'est vrai que ça, on peut aller au resto tranquille avec les enfants. Mais si on va sur le South Side ou si on va sur la U Street, la criminalité n'a absolument pas baissé et elle est 30 fois supérieure à celle de Paris. Non, mais ça, c'est l'écho, du discours de J.D. Vance à Munich, la conférence de sécurité. On est dans le même temps. D'ailleurs, là, il fallait parler de sécurité, il s'est mis à parler d'immigration. Davos, c'est pour l'économie, il s'est mis à parler d'immigration. Mais ce qu'il y a de commun, effectivement, c'est une vision, je dirais, de l'Occident traditionnel, présumé blanc, parce que ce qui choque Trump, c'est qu'il ne reconnaît plus l'Europe. Sous-entendu, il y a des couleurs dans la rue. Oui, c'est l'Europe, effectivement. Et si ça ne lui va pas, c'est pareil. Mais là, il fait écho à certains partis nationalistes et extrémistes français qu'il soutient, d'ailleurs. Deuxièmement, le mode de vie traditionnel, c'est pas l'écologie, c'est pas la transition écologique, et donc il dénonce le pacte vert, les énergies renouvelables. C'est le bon vieux mode de vie à l'américaine, charbon. Alors qu'on le dit à chaque fois, il y a des États américains, le Texas notamment, qui est devenu un État super vert. Mais sa gagne vision, beaucoup d'argent avec notamment le solaire. La vision. Et puis la troisième chose quand même, ce que je veux dire, c'est la nation. La nation, c'est l'unité de base. Et c'est aussi pour ça qu'ils soutiennent les partis nationalistes en Europe. C'est ce que Vance avait dit à Munich. Mais derrière, il y a un calcul. Parce qu'en réalité, l'Europe les dérange. L'Europe est la plus grande puissance commerciale du monde. Elle adopte des normes contre lesquelles ils sont partis en guerre. Et c'est vrai qu'ils préféraient qu'il y ait 27 Europes plutôt qu'une seule. C'est-à-dire qu'ils préféraient traiter avec les États-nations. Macron résume ça parfaitement. Plutôt qu'avec le 27. Macron, quand il dit dans son discours hier soir, qui a visiblement pas bien plu à Donald Trump, il dit « Nous préférons le respect à l'intimidation ». Vous voyez, il y a vraiment cette opposition culturelle. Nous préférons la science au complotisme. Nous préférons le dialogue à la brutalité. On voit vraiment qu'il y a une fracture civilisationnelle et que Donald Trump se situe d'un côté et nous, les Européens, de l'autre. Alors, dans les minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on aborde un dernier aspect qui est très intéressant et qui a été peut-être un peu plus oublié vu l'actu mondiale. C'est la charge de Donald Trump sur le prix des médicaments en Europe et notamment en France. Il donne l'exemple de la France et il relate une discussion qu'il a eue avec Emmanuel Macron. On va consacrer ces dernières minutes à cela et on va vous débunker, vous expliquer ce qu'il en retourne vraiment. Écoutons d'abord ce que Donald Trump a dit cet après-midi sur les médicaments et sur sa conversation avec Emmanuel Macron. Et j'ai commencé avec Emmanuel, vous le savez sans doute. Je l'aime bien, Emmanuel. Et je lui ai dit, Emmanuel, il va falloir que tu augmentes le prix de cette pilule. Il va falloir que ce soit 20, 30 $ peut-être. Donc tu vas doubler le prix de ces médicaments sur ordonnance, tripler ou quadrupler peut-être. Pas facile. Il a dit non, Donald, je veux pas faire ça. J'ai dit aussi, tu vas faire ça à 100%. Il a dit non, non, non. Tu me demandes de doubler? Je lui dis, Emmanuel, tu profites des États-Unis depuis 30 ans sur ces médicaments. Tu vas devoir le faire. J'ai aucun doute. Et je suis même à 100% sûr que tu vas le faire. Il fait non, 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 je le ferai pas. Alors, on lui disait, il faut doubler ou tripler. Je lui dis, écoute, je t'explique, Emmanuel. Tu vas le faire et tu vas le faire rapidement.
Sinon, je colle 25% de droits de douane sur tout ce que tu vends aux États-Unis et 100% sur tes vins et tes champagnes. C'est-à-dire à peu près 10 fois plus que ce que je demande. Et tu vas le faire. Alors je voulais pas en parler en public, mais tu vas peut-être me forcer à le faire. Il a dit ok, je le ferai. Voilà, discours en forme de chantage sur les médicaments. Est-ce que c'est une fake news? On va en parler évidemment avec nos 4 invités, mais on va d'abord décrypter ça avec vous, Alexandre Hébert, parce que vous avez des informations, justement. On va essayer d'y voir plus clair. Alexandre, est-ce que les médicaments coûtent-ils vraiment beaucoup plus cher aux États-Unis? Alors la réponse est oui, sans conteste. Les médicaments sur ordonnance sont vendus en moyenne 2,78 fois plus cher aux États-Unis que dans le reste des pays de l'OCDE. Et c'est même beaucoup plus pour la France, puisqu'ils sont vendus 3,26 fois plus cher que les médicaments en France. Un exemple saisissant, Loïc, c'est celui de l'Ozempic, qui est un médicament pour les personnes souffrant de diabète. Il est vendu en moyenne en France 77,60 €. Que ce même médicament est facturé $963 aux États-Unis, soit après conversion 822 €. Tout cela fait que les Américains sont les champions toutes catégories en termes de dépenses pharmaceutiques. C'est $1 713 par habitant et par an, tandis qu'en France, on est à $813 et la moyenne dans les pays de l'OCDE, c'est de $766. Et à quoi sont dus ces écarts de prix, Alexandre? Alors, plusieurs raisons à tout cela. Tout d'abord, il n'y a aucune régulation du prix des médicaments aux États-Unis et l'État fédéral ne fixe en fait aucun plafond pour ces médicaments. Les laboratoires vont donc fixer des prix de base, ce qu'on appelle les prix catalogues très élevés, et puis ils vont ensuite aller négocier avec les milliers d'assureurs privés qui existent aux États-Unis. Ça explique d'ailleurs au passage pourquoi les Américains sont plus ou moins bien remboursés selon leur compagnie d'assurance. En France, le rapport de force est complètement inversé puisqu'il n'y a qu'un seul acheteur, c'est la sécurité sociale qui peut très bien dire en substance ce médicament est trop cher, on ne le rembourse pas et donc forcément les laboratoires sont obligés de pratiquer des prix beaucoup plus bas. Dernière question, Alex, on l'a bien compris, si Trump veut faire augmenter les prix des médicaments en France, c'est parce qu'il estime que ça va permettre aux laboratoires de faire baisser les prix aux États-Unis. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron a fait ou va faire baisser les prix? Ben non, et pour une simple... augmenter les prix, pardon. Oui, et non, parce que pour une simple et bonne raison qui est que ça ne dépend pas de lui. En fait, en France, le prix des médicaments est le fruit des négociations entre les laboratoires et la sécurité sociale. Et pour comprendre comment ça fonctionne, en fait, il y a d'abord la Haute Autorité de Santé qui fait une jauge d'utilité de ce médicament. Ensuite, c'est le CEPS, le Comité économique des produits de santé, qui va fixer le prix par rapport à cette jauge d'utilité, mais aussi le prix des médicaments similaires en Europe et le coût estimé pour la collectivité. Puis enfin, l'assurance maladie va décider ou non de rembourser le médicament. Ça n'est donc absolument pas entre les mains du chef de l'État. Puis sur la question des prix, ils n'ont pas tellement augmenté ces dernières années. Regardez, ça, ce sont les dépenses des Français en termes de médicaments. C'était 34,2 milliards d'euros en 2024 avec une augmentation de seulement 5,3% en 10 ans. Merci Alexandre. Et donc quand Donald Trump dit qu'il a réussi à faire augmenter les prix de médicaments en France en l'ayant demandé à Emmanuel Macron de le faire, eh bien Emmanuel Macron bien sûr ne l'a pas fait. C'est donc une fake news. Et l'Élysée d'ailleurs cet après-midi a publié un post sur X en disant que c'était une fake news. Justement, en quelques minutes, votre réaction sur cet épisode assez sidérant? Je crois qu'il masque tout un système aux États-Unis qui est extrêmement complexe, différent et qui rapporte beaucoup d'argent à beaucoup d'acteurs qui interviennent à différents moments sur le prix des médicaments. Il y a des négociateurs il y a des milliers de compagnies d'assurance différentes et les laboratoires font du face-to-face de un par un pour négocier le prix du médicament. Et les négociateurs sont payés à la commission. C'est-à-dire que plus le médicament se vend cher, plus les négociateurs, pièce essentielle de l'industrie pharmaceutique, gagnent d'argent. Il y a plein d'autres astuces. Par exemple, avant qu'un médicament puisse devenir un générique aux États-Unis, ce qui ferait baisser considérablement son prix. Il y a une technique qui s'appelle l'accumulation des brevets. C'est-à-dire on change un tout petit peu le brevet du médicament pour continuer à rester sous un brevet d'exclusivité. Mais juste pour dire les choses en plus longtemps, et on ne peut pas baisser. Non, mais pour dire les choses pour nos téléspectateurs, aux États-Unis, c'est parce qu'il y a beaucoup moins de régulation. Et donc, oui, l'industrie pharmaceutique s'en met plein les poches aux États-Unis. Ce qui est assez terrible, c'est qu'effectivement, tout le monde, ça a été rappelé, les États-Unis, en pourcentage de leur richesse, dépensent beaucoup plus que les Européens
pour leur santé, pour des résultats qui sont extrêmement inégalitaires. Il faut rappeler qu'au moment de la pandémie de Covid, il y a eu plus d'1 million de morts aux États-Unis. Pour en revenir à cette affaire, merci, parce que j'ai enfin un tout petit peu compris ce que Donald Trump avait en tête. Peut-être qu'en montant le prix, ce qui est faux, évidemment, hein, Emmanuel Macron n'avait pas le pouvoir de le faire, les prix n'ont pas monté. Peut-être dans sa tête, on aurait monté le prix en France, peut-être que donc les laboratoires américains auraient eu plus de profits en France, ils auraient peut-être pu baisser les prix. Voilà. Peut-être, bon. Parce que, franchement, moi j'étais complètement perdu avec cette histoire de médicaments et je crois que Donald Trump, en continuant à raconter ça, je crois que lui, il a perdu ses propres médicaments. Le mot de la fin, et on vous retrouve juste après. Mais c'est surtout, quand il fait ça, il s'adresse en fait aux Américains parce que le prix du médicament, c'est un vrai sujet aux États-Unis. C'est vrai que c'est extrêmement cher et c'est encore quelque chose dont ils vont parler au moment de l'élection du mois de novembre parce que ça joue sur l'inflation en fait. Donc pour lui, en fait, c'est un sujet de politique intérieure dont il a parlé à Davos. À l'approche des midterms, comme vous le disiez, Clémence. On vous retrouve, restez avec nous. On continue le débat après votre journal, Cécile. Et évidemment, les dernières nouvelles sur notamment le Groenland. Un accord a été trouvé avec l'OTAN, mais pas d'achat. Un accord sur le long terme, dit Donald Trump. Et le Danemark y voit des signaux positifs. Oui, coup de